année à tous et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Zhu Yuanfa. Il est sociologue d'origine chinoise. Il travaille dans la fonction publique de l'État français. Il vient nous parler aujourd'hui de la réforme des retraites. Zhu Yuanfa, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être invité sur ce plateau pour évoquer des sujets phares du moment, les réformes des retraites et ce qui a entraîné la grève généralisée depuis bientôt un mois. Justement, parlons-en. Alors, dans ses vœux pour 2020, le président Macron a déclaré « La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous sera menée à son terme. Il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. Il assure l'universalité. Or, on le sait, beaucoup de Français s'opposent à cette réforme. Je vous propose de regarder tout d'abord un reportage réalisé par Mandarin TV. Journée noire en ce jeudi 5 décembre. Dans la capitale française, des milliers de manifestants ont défilé sur les principaux axes de circulation. Ils manifestaient contre la réforme des retraites, plus précisément contre la suppression des régimes spéciaux, contre le recul de l'âge de départ à la retraite, contre la baisse des pensions. Mandarin TV a suivi le cortège des manifestants de la gare de l'Est jusqu'à la place de la Nation. Là, on est encore au début du mouvement. La grève va se renforcer de plus en plus. Je pense que le privé, le public vont arriver à manifester ensemble parce que les attaques que nous subissons, elles sont multiformes. Il y a les salaires, il y a les conditions de travail, il y a les retraites. Rien ne va plus. Et là, il est temps. Nous sommes les travailleurs à la base de toutes les richesses. La grève, une fois qu'elle est installée, ce sera le rapport de force. Et on ira jusqu'au bout. C'est quelque chose pour lequel il faut se défendre parce que nous, en tout cas, on est pauvres, donc du coup perdre 600 € de retraite à quand on sera en retraite, perdre 600 € quand on sera en retraite, c'est un petit peu la galère. C'est déjà pas un métier mirobolant, que tout le monde veut faire, quoi. Et puis nous c'est vrai qu'on est jeunes, mais bon, on pense à ceux qui sont proches de la retraite et puis qui eux vont perdre directement, quoi. Donc si on peut se battre pour eux, on le fait. Je pense que cette grève est salutaire, elle est nécessaire et elle est indispensable. Donc s'il faut aller jusqu'à l'insurrection, nous irons jusqu'à l'insurrection pour notre politique. Ce qu'on veut, c'est que Macron démissionne et qu'on ait une nouvelle politique. Juste là pour l'avenir de nos enfants et notre avenir à nous, parce que si on continue sur cette route, l'avenir il est mort, on va mourir. On va mourir à notre travail. Dans notre travail, on va mourir. Donc à un moment donné, stop. Stop. Et les privilèges du président et des ministres et des préfets, stop aussi en fait. Parce que nous, on paye toute notre vie pour des gens qu'on n'a rien à foutre de nous. Voilà. Zhu Yuanfa, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord les grandes lignes de cette réforme? En fait, il s'agit d'un programme qui s'est engagé pendant la campagne présidentielle par, à l'époque, le candidat Macron. La réforme de retraite qui est engagée par Monsieur le Président aujourd'hui consiste à unifier l'ensemble des systèmes de retraite en un seul système qui est baptisé système universel de retraite par points. En fait, ce sera, on peut dire, une réforme technique aussi qui permet de mieux gérer les réformes. On va dire c'est l'objectif principal. Il y a quand même un objectif super conséquent. Un, c'est des réformes qui pourraient entraîner, on va dire, donner plus de justice sociale pour l'ensemble des retraités. En fait, le système veut qu'un euro cotisé ouvre le même droit pour tout retraité. Il faudra dire que ce n'était pas le cas dans le système actuel. Il y a 42 systèmes. Chaque fois, le député cotisait 1 euro, il touche 5 euros, les fonctionnaires touchent 1 euro et 2 euros. Et tandis que les salariés de privé cotisent 1 euro, ils récupèrent 1 euro, quelques poussières, etc. Et ça, c'est l'objectif quand même, je dirais, principal, c'est que donner une justice sociale pour l'ensemble des retraités.
Il y a un troisième point, il ne faut pas oublier, qui fait des débats. Depuis, on va dire, il y a une quinzaine d'années, il y a plein de réformes qui se sont succédées. L'objectif, c'est quoi? C'est quand même, on va dire, donner un équilibre financier entre les cotisations et les retraites octroyées aux retraités. Ça, écoutez, l'argent vient des contribuables, il faut, à un moment ou l'autre, un équilibre entre ces deux parties, cotisations et les retraites octroyées aux retraités. Donc, justice sociale d'un côté et l'équilibre du budget de l'État de l'autre. Oui. Mais dans ce cas-là, ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi cette réforme est si difficile à mener? Alors, sur le fond, c'est extrêmement simple à expliquer. Chaque fois qu'il y a une réforme, obligatoirement ou inévitablement, il s'agit d'une redistribution des intérêts et des droits. Quand vos intérêts, qui sont une partie, on va dire, de français, les intérêts qui sont touchés, ils ne sont pas contents, ils râlent, ils font la grève quand ils ont le moyen. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'en gros, il faudra dire, on est dans le système, dans la société française, il y a une sorte d'individualisme. Alors, chacun s'occupe de son intérêt propre. Et chacun défend ses intérêts. Et il y a un principe en France, pour avoir des droits ou intérêts, il faut la lutte. Ça, c'est le principe, on va dire, de la culture française. Il ne faut pas oublier non plus. Il y a un troisième aspect, phénomène marquant, on va dire dans la politique, dans la vie politique française, c'est qu'on a toujours une majorité silencieuse et une minorité pour le compte. Et je cite volontairement un exemple qu'on a eu le 16 décembre. Il y a eu des soirées de dîner gala pour le comité France-Chine. Tous les deux, on était conviés, on était sur la même table. La soirée pourpre, c'est ça? Voilà. J'ai pu m'entretenir avec 2 ou 3 collègues français, convives à côté de moi, pour pas de retraite. Leurs avis sont unanimes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a dit, nous, on est pour la réforme. Complètement. Ils sont pour la réforme. Absolument. La question, je dis, pourquoi vous ne manifestez pas, vous exprimez pas pour dire que vous soutenez la réforme? Ah, silence radio. Silence radio. Finalement, mes voisins, ils finissent par dire qu'en France, quand on a certains moyens, quand on est de classe aisée, quand nos intérêts ne sont pas touchés, sont moins touchés par les autres, on reste, on ne parle pas, on est de classe privée. Aussi, quand on parle, on est souvent taxé de capitalisme révolutionnaire ou non humaniste. C'est pour ça, nous, et le parti, la majorité, ne peut pas s'exprimer ni repenser de façon totalement en totale franchise. C'est aussi un phénomène qu'il faudrait comprendre, tenir en compte. C'est pour ça. Mais il faudrait dire, même si c'est réforme, si certains partis ou syndicalistes réclament référendum, il faudrait dire que si on soumet ce projet de référendum par référendum, personnellement, je ne pense pas qu'il sera approuvé la population non plus. Ça, c'est un peu l'esprit cartésien français ou l'esprit critique de français. En fait, quand il s'agit de faire quelque chose de progrès social, dans notre esprit, les Français, ils ont toujours quelque part, on va dire, une nuance de conservatisme qui consiste à garder ses intérêts propres pour le moment. Vous semblez dire que les hauts fonctionnaires, les gens qui ont les moyens, ils ne s'opposent pas violemment à la réforme des retraites. Je me trompe? Et pourtant, j'ai vu des avocats descendre dans la rue pour s'opposer à cette réforme. Et je reviens à ce que je dis, quand il s'agit de réforme, c'est toujours, il y a une redistribution d'intérêts, ce fait que ça touche beaucoup de gens. En France, moi je suis un observatoire, on va dire, assidu de la vie politique française.
En France, pour mener au succès et les réformes, les seuls moyens possibles, c'est octroyer de nouveaux droits à certaines populations en partant sur la croissance économique. Si il faudrait déshabiller Paul pour habiller, on va dire, Jean-Jacques, ce ne sera pas possible. Et c'est une réalité de la politique française. Et pourtant, le gouvernement ne peut pas contenter toutes les classes sociales. Absolument, c'est ça le dilemme d'un gouvernement. Il faut... De tous les gouvernements d'ailleurs. Hein, il faut une vision long terme, historique. Il faut avoir le courage et les méthodes aussi pour mener des réformes qui permettent au pays de se développer et atteindre certaines prospérités dans le long terme. Ça, en théorie, nous sommes d'accord. Quand il s'agit d'intérêts personnels, peut-être certaines personnes changeront d'avis et continuent à mener des grèves. Alors, on va parler d'un point essentiel de cette réforme des retraites. Hein. Il s'agit justement de supprimer les régimes spéciaux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent ces régimes spéciaux? D'abord, combien y en a-t-il? On a recensé en France, il y a 42 caisses de retraite qui, par définition, que j'ai 42 régimes. 42 régimes. On a des régimes généraux, on a des régimes complémentaires, et on a à peu près, aujourd'hui, en lisant la presse, il y a 15 régimes spéciaux qui sont propres dans l'histoire du développement économique français. D'abord, dans cette famille, il y a les fonctions publiques. Les fonctions publiques, il y a 3 fonctions publiques, l'État, hospitalière et territoriale. Ces fonctionnaires, c'est fait qu'ils ont un régime de retraite spécial par rapport aux salariés privés. Je pense que les différents notables consistent dans la base de calcul de retraite de fonctionnaires. En fait, pour les salariés privés, la base de retraite, c'est 25 meilleures années de sa carrière qui servait la base de calcul. Mais dans la fonction publique, c'est les 6 derniers mois de salaire qui sera le calcul de base. Je pense que si l'écart est énorme. Je pense qu'il y a un cas énorme, mais il y aura, en étant fonctionnaire, je ne suis pas là pour défendre l'intérêt des fonctionnaires, il faut nuancer. Les primes des fonctionnaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de retraite. Aujourd'hui, c'est 20%, c'est très loin de... Il reste 80% qui ne sont pas considérés. C'est pour ça que les régimes sociaux descendent. Quand vous rentrez dans la fonction publique, vous avez un cadre juridique qui vous donne ces droits. En France aussi, hein, la fonction publique est ouverte à tous. Ça, je ne suis pas là pour défendre vraiment la fonction publique. Ça permet de faire des transitions sur l'ensemble des 15 régimes. SNCF, RATP, la Comité française, etc., les caisses d'épargne, etc., les 15 régimes. Dans ce régime, c'est fait que ça représente aujourd'hui que 3% de retraités, mais qui bénéficient quand même un avantage énorme. Énorme dans le sens, c'est peut-être ils travaillent, ils cotisent des années en moins, beaucoup en moins par rapport pour gagner plus. Toucher plus. On va dire que cette politique a été justifiée à l'époque de la création du régime. Parce que, par exemple, un conducteur de train, c'est levé 5 h du matin, il faut prendre des pioches, alimenter des charbons dans le train. C'était justifié à l'époque. Mais la société... On parle toujours de pénibilité, n'est-ce pas? Oui, de pénibilité. Aujourd'hui, ça fait qu'avec l'industrialisation, le développement technologique, surtout l'informatisation de la chaîne de production, les conditions de travail de ces gens qui bénéficient de retraite ont évolué. Il faudrait quelque part qu'ils l'acceptent en disant qu'ils acceptent l'évolution. Et on accepte un nouveau règle de jeu de retraite, c'est normal. Aujourd'hui, par exemple, si on prend la conduite de train RAP, la ligne 1 et 14 sont automatiques.
Oui, et les autres lignes sont quasi automatiques. Il y a moins de contrôle et ça réduit moins de tension. Dans ce cas-là, une réforme qui s'impose, en France, il faut quelqu'un dire, ça suffit, il y a une réforme, écoute, il y a évolution de métier, à un moment donné, il faut faire un effort aussi, hein, il ne faut pas penser à soi. Alors, si je vous comprends bien, hein, vous semblez dire que la pénibilité n'est plus justifiée de nos jours. Disons que la degré de pénibilité a évolué depuis la création du régime de retraite spéciale. Ça remonte à quelle année aujourd'hui, voilà, je dis. Alors, quel est l'âge pivot ou l'âge équilibre pour prendre la retraite? Évidemment, il faudra tenir compte. Moi, je prends exemple, l'hiver, quand il fait froid, vous avez toujours des ouvriers qui tiennent marque piquet dans la rue. Ces gens-là, si vous les demandez de travailler jusqu'à 64 ans, c'est un peu inhumain. Ça peut les user. Hein. C'est usé, physiquement ça ne tient pas. Par contre, certains métiers de bureau, travailler 64 ans, 67 ans, c'est quand même c'est quand même pas la mer à boire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'une façon, on va dire, franche, quoi. Et puis je pense que l'espérance de vie a beaucoup augmenté d'une part, d'autre part, il y en a qui aimeraient travailler un peu plus longtemps. Bien sûr. Écoutez, en France, on a quand même un problème essentiel, c'est pour le monde entier aussi. L'espérance de vie, on va dire, prolonge petit à petit. Et si on ne travaille pas, cotise pas plus, la caisse de retraite sera vide. À un moment donné, il faut que quelqu'un paye. Il y a un système absolument essentiel, il faut qu'on comprenne, c'est que en France, quand on cotise les retraites, on cotise un droit, on ne met pas l'argent dans une caisse. Les cotisations qu'on a aujourd'hui, que nous, les travailleurs, c'est payer les retraites déjà, ceux qui sont déjà à la retraite. Alors, concrètement, il y a deux choses. Les conséquences. Si nous, on ne travaille pas plus, ce sera l'autre enfant qui va payer plus. À un moment donné, il faut qu'on soit responsable. Il y a une deuxième substitution, il faut comprendre, c'est que on a beaucoup parlé d'épargne, capitalisation, retraite, etc. Il faudrait dire aussi, en France, le système français de retraite par répartition aujourd'hui, c'est quand même un des meilleurs systèmes du monde. Écoute, dans une société, s'il y a une solidarité entre les générations, s'il y a une solidarité entre les populations, il y a plus d'humanité, ça rend la population plus heureuse, plus harmonieuse. Là, c'est un point, il ne faut pas qu'on se lève. C'est pas moi, j'ai qualité millions, les autres qualité SMIC, dans ce cas, moi je m'occupe de mon pôleur, les autres, on s'en fout. C'est pas bien. C'est pas une société avec plein de cohésion, c'est quand même dans le sens de l'humanité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de compatriotes qui disent, en disant, nous, on ne compte pas sur le système retraite français. Et il faut s'occuper de ses propres retraites. Oui, d'accord, vous pouvez toujours épargner par capitalisation pour avoir certaines retraites. Mais n'oubliez pas, le système de retraite français actuel, il y a au moins 2 ou 3 avantages. Vous avez acquis un droit qui vous permet de toucher une retraite. Cette retraite, il faudrait dire, qui est payée par la génération future, qui accompagne le développement social, économique, qui accompagne de l'inflation. Et les gouvernements successifs, depuis on va dire, 20 ans, 30 ans, ils ont toujours valorisé le point de retraite. Ça a toujours été valorisé. Oui, et il y a un troisième aspect, il faut absolument que nos compatriotes chinois qui retiennent, c'est que quand vous touchez les retraites en France, ces retraites, il n'y a pas de limite. Tant que vous êtes vivant, vous touchez ces retraites de pension financées par quoi? Par les enfants, nos enfants, par les impôts, les petits-enfants, par des contributions sociales, et ce sera valorisé
et autant que vous vivez dans ce monde. Valoriser, vous voulez dire par là que c'est indexé sur l'évolution du oui. coût de la vie. Hein, Oui, absolument. en tenant compte de l'inflation, bien sûr. Et puis, il y a un autre phénomène, il faut qu'on dise, en France, par rapport aux États-Unis, les retraités sont les plus riches en France. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de charges familiales, et les enfants sont grands, et ils touchent une retraite quand même confortablement correcte par rapport aux autres pays. Ça, pourquoi? Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu la télé, il y a un savant qui parlait en France de la retraite. Pourquoi les Français sont tellement regardants sur les retraites qu'ils vont toucher? Un, parce que l'espérance de vie s'est beaucoup prolongée. Après la retraite, ils ont 20, 30 ans à vivre. Ils préfèrent avoir un revenu, un niveau de retraite correct pour pouvoir, on va dire, jouir de la vie. Et deuxième chose, il y a des retraités, ils font beaucoup de choses culturelles, associatives. Ils ont une vie après le travail. Même, j'entends un sociologue qui dit à la télé, en France, il y a beaucoup de retraités qui se divorcent, qui refait la vie pour avoir une paix de vie harmonieuse familiale après la retraite. Tout ce facteur qui nous dit pourquoi les Français ils regardent tellement les pensions de retraite, parce qu'il y a une cause, on va dire, profonde. Il n'y a pas seulement économique, aussi psychologique, social, etc. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si on ne menait pas cette réforme? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelles seraient les conséquences si, par exemple, le gouvernement renonçait? Écoutez, moi personnellement, si c'est le gouvernement renonce cette fois, il y aura un prochain gouvernement qui, on va dire, a conscience de la réalité économique, sociale et politique de la France, ils vont mener ces réformes. De toute façon, les réformes telles qu'on a connues sur les retraites depuis 20 ans, toujours procédent de la même façon. D'abord, on fixe le pas très haut, on négocie avec les syndicats pour pouvoir avancer un peu sur la réforme. C'est comme ça, la réforme des retraites, ça se passe en France depuis une vingtaine d'années. Moi, personnellement, je pense que il est très probable que ce sera l'issue qui sera imposée. Imposée. Qui sera imposé, qui sera, on va dire, qui sera passé comme ça, quoi. Ça veut dire qu'il y aura une réforme nette, comme ce sera on a passé dit. en force. Hein. Je ne pense pas qu'il y aura le passage en force. De toute façon, dans la réforme, dans l'historique de la réforme en France, on a toujours des discours, le même discours depuis toujours. Le gouvernement, il n'entend pas renoncer. Rappelez-vous, à l'époque, Monsieur Alain Juppé, il avait un discours extrêmement ferme. Il dit, moi je ne renonce jamais, je suis droit dans mes potes, je vais réformer, il n'y a pas de souci. Oui, sauf, à un dernier moment, il a renoncé. Moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas que les syndicats renonceront à leurs revendications. Ils sont très fermes hein, là-dessus. Et il faut savoir, en France, il y a des syndicalistes et des professionnels il y a des surenchères entre les différents syndicats. On peut dire, il utilise un mot, on va dire un peu péjoratif, ils défendent les chapelles. C'est leur intérêt, puisque c'est une représentation syndicale, ils sont là pour défendre l'intérêt, on va dire des salariés, certains qui sont jusqu'au-boutistes, d'autres qui sont réformateurs, mais de tout le monde d'accord, c'est une tâche pratiquement impossible. Alors, la bonne méthode, c'est faire un peu de concessions à des syndicats, à l'autre, un troisième, pour essayer de pouvoir passer la réforme. Donc, au final, on va dire qu'on va trouver un certain consensus, c'est ça que vous voulez dire hein. Bah, écoutez, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi les syndicats ils ne sont pas mis d'accord avec le gouvernement avant la réforme. Pourquoi ils ne s'étaient pas mis d'accord? Pourquoi il faut en arriver là hein? Parce que ça fait un mois que le pays est bloqué, hein? Les transports en commun sont paralysés et ça impacte de façon négative la vie des gens au quotidien.
Malheureusement, je pense que c'est un règle de jeu. C'est un règle de jeu dans la politique française. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas fait de concertations avec les syndicats, puisque ça fait après 2 ans, M. Jean-Paul Delevoye, qui travaille avec les syndicats, se fait des rapports, une centaine de pages, on va dire, détaille toutes les propositions, syndicats qui font la concertation avec les syndicats. Est-ce que les syndicats, de toute façon, les syndicats ne sont jamais d'accord avec le gouvernement, on est d'accord, mais quand même, le contenu des propositions ont été vraiment discutés entre les syndicats et M. Jean-Paul Delevoye. Alors, la question, on se pose, pourquoi le gouvernement, il dit, on ne s'est mis pas d'accord en avant. Justement. Mais il y a un problème psychologique, géopolitique. De toute façon, si on a mis un part juste qu'elle est d'accord, une fois que c'est des mesures publiées, les syndicats ne sont jamais d'accord. Ils ont réclamé des concessions au gouvernement. Le gouvernement, il sait très bien, si Macron, l'équipe, le gouvernement, si je n'ai mis pas les pots assez haut, je n'aurai jamais ce que je voulais. Du coup, c'est une espèce de recul, un jeu politique en disant, moi, je fixe les règles du jeu très haut, les syndicats, je recule beaucoup plus. Écoute, il y aura une lutte dans la rue, il y aura une lutte dans la réunion, communiqué de presse, bataille d'opinion. Finalement, on arrive quoi? Peut-être on arrive sur l'accord, il est déjà dans les concret, dans le cœur, dans l'esprit, avant l'annonce. Tout le monde, je pense que tout le monde est conscient, c'est des méthodes de travail, donc il faut s'en convenir. En tant qu'observateur de la politique française, c'est des méthodes, on va dire, c'est des méthodes, c'est des phénomènes, ça se répète dans toutes les réformes. Peut-être dans le débat, dans la communication, il y a certains hypocrisies, oui, il y a des hypocrisies dans la politique, ça, on s'en convient. L'essentiel, c'est la réforme passe, au moins, qui sera bien, mais à son bout, qui donne certains, on va dire, de facilité à nos enfants de vivre, à travailler. Ça me paraît évident. Donc pour vous, la situation ne pourrait pas durer comme ça? Écoutez, dans chaque réforme, moi je défie quiconque, je pense qu'il y a personne ne peut pronostiquer l'issue d'un conflit, l'issue de réforme entre les syndicats et les gouvernements. Ça, même les conseillers les plus proches des présidents ou les syndicalistes les plus, je sais pas, plus fervents, je pense qu'ils ne savaient pas. Après, au dernier moment, il y aura une appréciation de la situation qui va conduire une décision finale. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on saura demain qu'est-ce qui se passe. Après l'élève, peut-être on saura plus, mais de toute façon, aujourd'hui, la Constitution donne un droit de grève aux salariés et les gouvernements pensent à l'avenir, souhaitent réformer. On ne peut pas dire qu'il y a des torts, il y en a qui sont torts et d'autres qui ont raison. Chacun défend un peu sa vision, son intérêt. C'est la France. J'espère qu'il y aura une issue, on va dire, favorable pour tous. Consensuelle. Consensuelle. Oui, mais je pense que la réforme en France ne pourrait jamais faire un grand pas. C'est toujours les petits réformettes qui s'accumulent et qui permettent au système d'évoluer petit à petit. C'est une réalité. Donc une accumulation de petites réformes, hein, c'est ça, oui. votre point de vue. Alors, pour revenir à un point qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, dans le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, à votre avis, qui pourrait l'emporter? Un pronostic difficile, n'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, vu le teneur de discours de M. le Président Macron, qui a donné quand même un mandat franche, on va dire, au Premier ministre Édouard Philippe de négocier,
je pense qu'il y aura des concessions notables qui seront faites, qui permettent de sortir, on va dire, les grèves de cette situation de crise. Les grèves de transport. Situation crise, quand il y a des grèves, quand il y a des réformes, il y a toujours des crises, hein, quand on parle. Peut-être, est-ce que les quelques points qui seront pris en compte, peut-être la pénibilité, le travail des femmes, aussi peut-être il est d'entrée en application progressive un peu plus lointain. Et peut-être l'âge du bureau, on va dire recule un peu. Tout ça, c'est des pistes. On va dire, nous aujourd'hui, ce fait qu'on a le syndicat CFDT, UNSA qui sont plus réformistes, qui travaillent plus ou moins en consensus, en concertation avec les banques, CGT, qui sont plus jusqu'au boutiste. Dans ces conditions, est-ce qu'il y a un renoncement de la part du gouvernement comme en 1995? Je pense que c'est peu probable. Il y aura, il est issu, on va dire, avec une mesurette modeste, c'est tout à fait possible. Encore une fois, hein, moi je ne suis pas dans le secret de Dieu, moi je ne connais pas, c'est justement, on analyse, on fait des pronostics en fonction de l'expérience ou notre propre analyse personnelle et conjoncturelle. Et sachant qu'il y a des évolutions tous les jours, c'est ainsi la politique.